Un podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série de Restons Polis, le troisième et dernier épisode de notre trilogie sur la Constitution française, celle qui régit donc la 5e République. Voilà, c'était notre petit cadeau pour fêter cette nouvelle année 2021. Voilà, et joyeuse année, bonne année, je ne sais pas comment on dit. Mais... Bonne année, joyeuse année, comme vous voulez que vos vœux soient exaucés. Maintenant, on n'ose plus trop dire bonne année après 2020, mais... Et moi, je pense à ces auditeurs qui nous écouteront en 2040, en 2050, qui diront, grâce à eux, 2021 a pété les scores. C'est surtout que là, on l'enregistre encore en 2020, donc on ne sait pas exactement ce qui nous attend en 2021. Ça se trouve, on est tous reconfinés, on ne sait pas. Bref, l'avenir nous le dira. Donc bonjour Nemo. Bonjour Adrien, et bonne fête, bonne année, tout ce que tu veux. C'est ça. Alors, on avait terminé l'épisode 2 sur la Constitution, sur les rapports entre le Parlement et le gouvernement. Et on reprend avec donc le titre 6 des traités et accords internationaux, qui comprend tout un tas d'articles qu'on va un peu détailler ensemble. On commence avec l'article 52 qui nous dit très simplement: le président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Donc voilà, s'il y a des accords, des traités à faire, c'est le président, voilà. et pas autre chose. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas responsable devant le Parlement, qui négocie au nom de la France. Vous voyez, ça c'est... Il a été élu devant les Français, les mots voyants. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est juste pour dire qu'il a été élu, mais qu'il y a la négociation et la ratification des traités sans la responsabilité qui va derrière. C'est vrai. Et tiens, on va passer justement, en parlant de traités, on va passer à l'article 53, puisque les traités de paix, les traités de commerce, les accords relatifs à l'organisation internationale, à la finance de l'État, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Bah oui, il faut voter quand même une loi. Oui. C'est pas comme ça. Et ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Donc c'est quand même important à préciser. Oui, et puis il faut savoir qu'il existe dans les assemblées des procédures accélérées pour ce genre de cas. Ce qui paraît assez logique, puisque globalement, c'est quand même assez discuté en amont. Est-ce qu'on a vraiment envie que l'Assemblée prenne une journée complète pour discuter de chaque traité qu'on discute avec chaque pays ? Je sais pas. Ça se discute, mais... Bah écoute, si tu veux, l'Angleterre, alors où on parle, est en train de tout renégocier. Ça prend un petit peu de temps. Oui. Ça devait prendre, 6 mois, ça a pris 4 ans. Sachant que là, on parle d'échanges, on parle d'accords commerciaux, d'accords d'échange, etc. Donc voilà. Allez, on passe à l'article 53-1 qui vient nous dire que les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour tout autre motif. En gros, la France, elle fait ce qu'elle veut, elle accueille des demandeurs d'asile si elle le veut et peu importe ce qu'elle a signé. Je résume bien ? Oui, tu résumes bien. Puis il y avait quand même un truc dans l'article 53 au-dessus, disons qu'on ne peut pas prendre, échanger ou rajouter des territoires sans le consentement des populations. C'est quand même, je pense que c'est un vieux reste de la colonisation qui reste là. C'est possible. C'est très possible. Puisqu'on parle justement un peu de politique internationale, il y a cet article 53-2 qui dit que la République peut, et j'ai souligné le peut, reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale. Je trouve ça assez rigolo, ce peut. C'est peut, mais aussi peut ne pas. Oui, voilà. Elle ne doit pas, elle peut. Mais ça, c'est tous les pays qui se protègent contre... Généralement, un pays déteste avoir dans sa constitution quelque chose qui le lie de force à un autre État. On peut penser à la constitution japonaise, notamment faite après-guerre. Donc justement, l'article 54 aussi vient préciser que si le Conseil constitutionnel déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,
eh bien, va falloir changer la Constitution parce que, voilà, c'est la base. C'est ce qui est là aussi une contradiction, puisque ça veut dire qu'on accepte des accords internationaux, mais qu'on dit attention, il faut que ces accords internationaux ils soient d'accord avec ce que nous on fait. Du coup, en fait, on reconnaît on va dire la supériorité des juridictions internationales, mais dans le cadre de notre propre constitution. C'est ça, la France est au-dessus de tout, voyons, tu sais bien. Mais tous les pays le font, on va pas non plus. C'est ça. Allez, article 55, les traités ou accords ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. En gros, on s'est mis d'accord sur quelque chose, eh bien, il faut qu'on le fasse tous les deux, tout simplement. Voilà. Ça paraît assez logique, c'est un accord. Voilà, c'est une nouvelle fois, on se protège. C'est ça. Mais donc, du coup, on aboutit à un paradoxe, puisque si jamais il y a une autorité supérieure, des lois, mais pas de la Constitution, ça veut dire que la Constitution se situe au-dessus des accords et des engagements internationaux de la France. Laissons-les se débrouiller avec ça. La France avant tout, Nemo, tu n'es pas un bon patriote. Je l'ai toujours dit. Allez, passons au titre 7 avec le Conseil constitutionnel. Alors là-dessus, évidemment, je vous renvoie à notre épisode sur le Conseil constitutionnel. On va pour ça faire très vite avec... On peut passer l'intégralité, puisque en gros, on a résumé dans l'épisode tout ce qui est écrit dans la Constitution sur le Conseil constitutionnel. Voilà, on peut passer les articles 56 à 63. Voilà, clairement, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et on va passer directement au titre 8 avec de l'autorité judiciaire et son article 64 qui nous dit que le président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Tiens. Et oui, une nouvelle fois, le président. Il est garant, c'est comme je disais sur l'autre épisode, il est la clé de voûte, il doit soutenir, il doit faire en sorte que tout soit cohérent. Il est assisté pour ça par le Conseil supérieur de la magistrature. On a d'autres articles en dessous qui vont un peu spécifier son rôle, et que les magistrats du siège, ils sont inamovibles. On peut pas les changer. C'est juste une limitation. Tout cet article consiste à dire, alors oui, c'est le président, donc l'exécutif, qui est garant de l'indépendance de la justice, mais la justice est quand même indépendante un petit peu en elle-même. C'est un vrai jeu du chat et de la souris entre les deux pouvoirs. Article 65, le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. C'est un peu technique pour moi qui ne suis pas du tout juriste. Je sais pas si toi tu... Non, je pense qu'on peut passer. Là, on est vraiment, si on s'intéresse à la Constitution, ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut bien voir, c'est... c'est l'indépendance. C'est vraiment la notion d'indépendance de la justice. Après, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est vraiment en quelque sorte une sorte de haute autorité des magistrats. Et évidemment, la Constitution définit ça clairement, comment elle est faite, comment elle agit, etc. Là, je pense ça mériterait tout un épisode de Restons Polis. Loin de ce hors-série, on va dire. Ouais, à noter quand même que certains de ces membres sont nommés par le président de chaque assemblée du Parlement, donc sur le seul avis de la commission permanente compétente, donc de l'Assemblée ou du Sénat. Du coup, noter quand même que c'est généralement des points de tension en fait entre la justice et l'exécutif, parce que chacun se jauge un peu. Et certains cherchent à préserver les indépendances. Pour préciser quand même la différence entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet, c'est les magistrats du siège, en gros c'est les juges, les magistrats du parquet c'est les procureurs. Les deux sont sous la responsabilité publique, mais vous comprenez bien qu'un procureur il défend son opinion au nom de la société, tandis que le siège juge les choses. Ouais, il essaie d'appliquer les lois avec les différents éléments qu'il a. À noter aussi que le Conseil supérieur de la magistrature, donc comme c'est défini dans cet article-là, se prononce sur les questions relatives à la déontologie des magistrats. Donc c'est quand même, on voit bien quelque chose qui est un peu touchy. Dès qu'on parle de déontologie, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, mais probablement que ça fera l'objet d'un prochain Restons Polis.
Passons à l'article 66 qui dit que nul ne peut être arbitrairement détenu. C'est tout bête, mais il faut le préciser. Oui, et c'est tout. Et le diable étant une nouvelle fois dans les détails, qu'est-ce qu'une détention arbitraire ? C'est une question juridique qui continue à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'une détention arbitraire ? À partir de quel moment considère-t-on qu'une détention est arbitraire ? Parce que c'est bien gentil de mettre ça, oui. mais après, démerdez-vous. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de lire la phrase qui est juste en dessous, c'est « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe, mais dans les conditions prévues par la loi. » Donc, on voit bien que c'est conditionnel quand même. Voilà, et puis et c'est très compliqué, et je pense que nombre d'avocats pourraient avoir énormément de choses à dire sur cette phrase. Allez, article 66-1, celui-là je l'aime bien, nul ne peut être condamné à la peine de mort. C'est tout bête, mais c'est vital pour certains. Parce que il avait été, c'est le président Chirac qui avait décidé de mettre ça, je crois, en fin de mandat, dans la fin de son deuxième mandat, parce que la fin de la peine de mort était actée par la loi en France, mais pas dans la Constitution, ce qui signifie que maintenant il est beaucoup plus difficile de revenir à la peine de mort, puisqu'il faudrait changer la Constitution, ce qui est beaucoup plus compliqué que changer la loi. Allez, passons au titre 9 avec la Haute Cour et cet article 67 qui, certes, nous dit que le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis sous la casquette de président de la République, et que voilà, on peut pas le poursuivre, le condamner pour tel ou tel acte. Voilà, c'est une sorte d'immunité pour faire simple. Ah oui, là c'est une immunité totale quasiment. À noter que ça ne concerne que le président de la République, et je crois que la question s'est posée pour ses collaborateurs. Si par exemple un collaborateur agit sur instruction du président de la République, est-ce qu'il est concerné par cet article ? C'est une question. Je pense qu'il peut être condamné, je pense. En tout cas, ça explique pourquoi certaines affaires mettent du temps. C'est parce que il faut tout simplement qu'un président ou une présidente finisse son mandat, en fait, tout simplement. Et après, il redevient sous un délai d'un mois un et une justiciable comme tout le monde. Et on va parler un peu d'une autre procédure qui est pas très courante, c'est le mot qu'on puisse dire, avec l'article 68 qui vient préciser comment est prononcée la destitution du président de la République. Je te laisse nous l'expliquer, Léon. Oui, alors c'est une procédure qui est tellement pas courante qu'elle a jamais été utilisée en fait. Je crois qu'elle est récente, elle a moins de 20 ans. Donc le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc déjà ça pose le niveau, faut vraiment que ce soit grave. Et cette destitution est prononcée par le Mans constitué en haute cour. Alors pour réunir la haute cour, c'est très compliqué parce que déjà toutes les décisions se prennent à la majorité des 2/3 des membres des assemblées ou de la haute cour. Il faut que ce soit adopté dans les 15 jours par les deux assemblées, que la haute cour se réunisse après. Elle a un délai d'1 mois pour statuer à bulletin secret sur la destitution du président de la République, et on ne recense que les votes favorables. Bref, toutes les conditions sont mises pour que ça demeure exceptionnel, voire extrêmement difficile à atteindre, ce qui peut s'expliquer parce que l'objectif reste quand même de destituer un président élu. Donc voilà, alors on va pas aller jusqu'au bout de tous les articles de la Constitution, ce serait bien trop long, vous l'aurez compris. Ensuite, à noter juste le 68-1 qui vient montrer en fait la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Justement, ils sont jugés par la Cour de justice de la République, et je vous renvoie à l'émission qu'on a faite sur le sujet. Après, les passages de la Constitution concernent le Conseil économique, social et environnemental, le défenseur des droits, à qui on a consacré un épisode entier. Les collectivités territoriales, c'est sans doute aussi un sujet qu'on va traiter. On a parlé des maires, notamment. Voilà, on a parlé des maires, mais on aurait pu parler des régions, des départements, etc. On ne va pas revenir non plus sur les dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie. Ça, ce serait quelque chose de bien trop compliqué à faire dans un seul épisode comme celui-là. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut ajouter d'autre. On peut terminer avec la révision, peut-être.
Oui, voilà, terminé par la révision. Juste dire que les 2 autres titres qui restent, c'est sur la francophonie, qui sont des déclarations de principe. Et il y a quand même le titre 15 sur l'Union européenne qui détaille l'adhésion de la France à l'Union européenne. Et là aussi, encore une fois, ce serait tout un épisode à faire, puisque c'est nos relations politiques, parlementaires et juridiques avec l'Union. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, de spécifique. Et oui, effectivement, on peut terminer par la révision, parce que voilà, c'est que maintenant on a une belle constitution, là on en est à l'article 89, mais comme vous pouvez vous en douter, elle n'a pas été faite d'un coup, parce que je pense qu'en 58, on n'avait pas une idée de ce que serait l'Union européenne telle qu'elle est actuellement. Et du coup, il faut pouvoir cette constitution, pouvoir la réviser. Lors du premier épisode, j'avais parlé du dilemme du bateau de Thésée. C'est un peu ça l'idée. C'est est-ce qu'on, à force de faire des révisions dans tous les sens, est-ce qu'on a encore une constitution dans l'esprit du début? Mais en tout cas, on peut la changer. Mais c'est pas si simple. Et oui, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être examinée dans les conditions et délais fixés par l'article 42, je vous laisse aller le consulter, et voté par les 2 assemblées en des termes identiques, c'est important. Et oui, premier piège. Et oui, parce que ça et donc c'est vraiment, contrairement à une loi où au final l'Assemblée nationale a le dernier mot, là les 2 chambres du Parlement doivent voter un texte identique, et la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Sauf Eh oui, parce que c'est plus compliqué que ça. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès, c'est-à-dire les 2 chambres réunies ensemble à Versailles. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés, le bureau du congrès et celui de l'Assemblée nationale. Donc voilà, alors ça signifie, vous voyez la différence entre l'esprit et la lettre. La lettre commence par dire, voilà, c'est un référendum, donc ça signifie que dans l'esprit on peut se dire ça doit majoritairement être exprimé par référendum, mais le texte dit quand même qu'il y a une autre procédure qui consiste à réunir le Parlement en congrès pour faire ça. Et je vous laisse deviner quelle est la préférence en général, surtout à nos époques, pour les révisions constitutionnelles. Et il est peu question de référendum, pour vous donner un indice. C'est plutôt le congrès, effectivement. Alors que ça avait été prévu comme une procédure plutôt d'exception. Voilà, histoire qu'on ne déclenche pas un référendum, par exemple pour une modification des rapports avec la Nouvelle-Calédonie, ou des dispositions de la Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, les référendums constitutionnels, il n'y en a pas eu depuis très longtemps, et les référendums de manière générale, il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Donc voilà, à noter quand même que sur la révision, il y a 2 limites quand même. On ne peut pas faire une révision de la Constitution pour toucher à l'intégrité du territoire. Je suppose que on n'a pas le droit de vendre l'Alsace et la Lorraine, par exemple, à un autre pays. C'est bien illustré, effectivement. Voilà, et la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision, c'est-à-dire que les gouvernements d'exception, ce n'est pas possible dans la Constitution. Bien entendu, à partir du moment où on peut réviser la Constitution, on peut également réviser l'article qui donne comment on fait des révisions. Donc vous voyez, il n'y a aucune manière de s'en protéger définitivement. À noter quand même, je vais faire la petite parenthèse américaine, qu'il est quand même beaucoup plus simple de changer la Constitution française que la Constitution américaine, où c'est une galère sans nom, puisqu'il faut, je crois, les 2/3 des États qui l'approuvent, chacun à leur tour. Enfin, c'est... Et puis c'est des États, c'est comme si... voilà, la Constitution américaine, si elle bouge pas beaucoup, vous savez pourquoi. Bon, alors, on a passé 3 épisodes à lire ensemble, à essayer de comprendre, de traduire la Constitution. Alors, des tests vont vous être distribués pour savoir si vous avez bien suivi. Voilà, c'est important. On peut déjà tirer quelques petites conclusions. On a vu clairement les textes fondateurs au début, les droits de l'homme, la charte de l'environnement, etc. On a vu, après cette figure du président de la République, qui est, comme je disais, la clé de voûte, qui vient un peu soutenir sur ses épaules tout le poids de tous ces textes, etc., et doit justement le coordonner avec un exécutif, le gouvernement. Ensuite, il y a le Parlement, qui est le pouvoir législatif, c'est eux qui votent les lois.
Ensuite, on voit bien que la Constitution régit les rapports entre cet exécutif et ce législatif. Le Conseil constitutionnel est défini justement pour vérifier que tout ça respecte bien le texte original. Et ensuite, l'autorité judiciaire qui vient respecter que la volonté du peuple est respectée, tout simplement. C'est une traduction, la plus neutre possible. Quelle est peut-être l'analyse que tu en fais, Nemo ? L'analyse que j'en fais, c'est que la Constitution, tu as bien résumé un petit peu ces enjeux. C'est des grands principes, mais c'est également, c'est une phrase que j'ai beaucoup répétée, mais le diable est vraiment dans les détails à chaque fois dans la Constitution. C'est un texte qui mérite qu'on en débatte, c'est un texte qui mérite d'être discuté, et j'espère que vous aurez mieux compris pourquoi, lors des élections, on entend souvent parler de révision, voire de remplacement de la Constitution, parce que c'est vraiment les règles du jeu, quoi. C'est de la façon dont la Constitution définit les rapports entre les différents pouvoirs dépend l'application de ces pouvoirs, et de ça dépend beaucoup de choses qui pèsent à la fois sur notre quotidien et sur des années et des années et des années à venir. Oui, alors parmi les défauts que certains trouvent à la Constitution, il y a déjà cette figure présidentielle qui, au-delà de l'ambiance médiatique dans laquelle on vit lorsqu'on enregistre cette émission, est déjà là présente dans la Constitution, et on voit bien en fait le côté quasiment historique, dans quel cadre historique la Constitution s'est écrite. C'est finalement un peu le retour du général de Gaulle. Ah oui, complètement. On est en plein dedans. On voit qu'il y a vraiment cette figure du président de la République, de pilier central. Le gouvernement qui est un outil, et quel outil, puisque en fait il vient vraiment servir de moteur à la démocratie, où le Parlement, certes, a un pouvoir de restriction, mais qui est quand même un peu contraint par le précaré qu'on lui donne. Alors ça, c'est mon analyse, mais le gouvernement est le grand gagnant, enfin le président de la République est le grand gagnant de cette Constitution, c'est-à-dire qu'il a énormément de pouvoir et peu de contrôle. Il a même une roue de transmission qui est le gouvernement et le Premier ministre qui lui servent un petit peu de pare-feu face au contrôle du Parlement, et le Parlement est le grand perdant de cette Constitution, puisque le Parlement a un pouvoir bridé, un pouvoir qui est très très encadré, ses membres également, et on le voit même lorsqu'il s'agit de la prérogative du Parlement, c'est-à-dire la discussion et le vote de la loi, c'est quand même le gouvernement qui peut avoir le dernier mot. C'est même quelque chose d'assez reconnu que à l'Assemblée nationale, surtout l'Assemblée nationale, la séance parlementaire est un jeu où à la fin c'est toujours le gouvernement qui gagne, parce qu'il dispose d'énormément de moyens de contraindre le Parlement à appliquer les textes dont il a envie, et c'est défini directement dans la Constitution, donc c'est une volonté, vraiment, c'est volontaire. À noter aussi que cette remarque que tu fais, elle est aussi liée au calendrier électoral actuel, qui fait que le mandat du président correspond à celui de l'Assemblée nationale, ce qui crée effectivement qu'il n'y a pas de cohabitation quasiment, en tout cas pour l'instant, ça n'est jamais arrivé dans ce calendrier-là. Là où la Constitution a été pensée pour un septennat, je pense. Oui, non, mais même au-delà de ça, la Constitution, elle n'est pas responsable de cet état de fait, puisque c'est pas elle qui définit la durée des élections, l'organisation des élections. Ce qui, je pense, est un grand absent de ça, c'est que la Constitution suppose une certaine indépendance du Parlement, du gouvernement, enfin même du gouvernement vis-à-vis du président et compagnie, et qu'en réalité les portes sont beaucoup plus poreuses. Enfin, il y a des portes en fait de transmission entre tout ça, et que effectivement, on le voit dans l'organisation des élections. Les élections législatives sont dépendantes des présidentielles et non pas l'inverse, ce qui aboutit bien à la situation qu'on connaît actuelle, où une majorité a les pouvoirs pour 5 ans de manière générale. Seule exception, c'est le Sénat, qui échappe à ça, puisque son rythme est différent. Mais le Sénat, comme vous avez pu le voir dans cette Constitution, n'a pas le dernier mot en ce qui concerne le vote de la loi.
Mais en tout cas, c'est intéressant de regarder que c'est. Alors évidemment, on n'est pas rentré dans tous les détails, mais si vous regardez le début de la Constitution, c'est pas si compliqué que ça à lire si vous passez les parties les plus techniques, mais que ça permet de bien comprendre l'organisation de la République française. Et à noter, ce qui est intéressant, c'est les modalités, en tout cas, je n'irai pas jusqu'à dire de contrôle, mais en tout cas d'observation de la démocratie de la Ve République. Je pense notamment au Conseil économique et social qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer en longueur. On a évoqué par contre la Cour des comptes qui est là, le défenseur des droits aussi, qu'on a évoqué dans un précédent épisode. Donc c'est intéressant que si en tout cas la Constitution ne permet pas un Parlement fort, il permet en tout cas une observation fine, peut-être en vue d'élections de qualité. Si on veut essayer d'être optimiste. Oui, on peut, mais ce sont des interprétations. À noter qu'il y a quand même beaucoup dans ce qui concerne les hautes autorités, y compris celles qui sont définies au niveau constitutionnel, comme le Conseil économique et social, le Défenseur des droits, la Cour des comptes, que ce sont des fonctions d'assistance du gouvernement, toujours. Ce ne sont jamais des fonctions de contrôle réel qui, elles, sont la prérogative du Parlement. Voilà, qui justement c'est effectivement d'assistance tu l'as dit, du gouvernement et aussi du coup du Parlement. Je crois qu'on est bon pour cette fin de triptyque, de série de fin d'année, en tout cas de fête de fin d'année. Merci beaucoup Nemo. Écoute, merci à toi Adrien, puis on continue en 2021. Et puis avec vous, j'espère. Ouais, n'hésitez pas à partager, entre guillemets, la bonne nouvelle auprès... Mais voilà, tout à fait. En tout cas, si jamais vous avez des amis, je sais pas, un cousin, une nièce, qui se posent des questions sur ces cours d'éducation civique, c'est peut-être l'occasion de l'initier au podcast Restons Polis. Merci encore Nemo, on te retrouve dans Canapé Game, les Pyrénées à gauche toutes et Swing State pour parler de politique américaine. Merci à Suzy Q pour le générique, merci à PodCloud qui nous permet de faire ce flux RSS, merci à YouPod qui nous permet de mettre sur YouTube, et merci à vous de nous écouter. À bientôt. À bientôt. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.